Lorsque vous arrivez vers 1850, 1700 avant notre ère, des populations sémitiques venaient rançonner d'autres populations sémitiques. Donc, à Ur, en Chaldée, c'était le nomadisme et le semi-nomadisme. Donc, les gens vivaient selon un mode pastoral. C'est ce que révèle l'archéologie, les fouilles. Et ce sont des gens qui, effectivement, vivaient de transhumance. Mais les prédateurs venaient rançonner leur bétail. Prenaient le bétail, tuaient les gens et partaient. Donc c'est un problème d'insécurité chronique qui a amené le patriarche Terah avec ses enfants Naoum et Ben Terah. Je ne parle pas encore d'Abraham, je dis maintenant Ben Terah. Comme on dit fils de Terah, comme vous dites Ben Gourion, fils de Gourion, etc. Ben Elissa, le fils d'Elissa. Et c'était son nom avant. Et Abraham, son père décide qu'ils vont quitter cette région parce que l'insécurité était trop grande. Mais ils ont dit où aller. Les régions les plus sécurisées du globe, c'était l'Égypte, Misraïm, et c'était Canaan. Parce que l'Égypte avait une suzeraineté sur Canaan. Mais laissait quand même les Cananéens pratiquer le culte de Dieu Baal. Et, si vous voulez, ce qui est certain, c'est que la caravane qui amenait tout, même les cendres de leurs ancêtres, parce qu'Abraham n'inhumait pas ses ancêtres. Quand on mourait, on avait des cendres dans des urnes. Comme ça, si on se déplace, comment un peuple comme ça pouvait avoir une architecture? C'était pas possible. Puis s'ils ne savaient même pas où ils vont être demain, ils sont là, ils vont ailleurs. Ils vont partout. Et partout où ils se déplacent, tout le monde se méfie parce que c'est un facteur d'insécurité pour la civilisation sédentaire. Donc, les Égyptiens avaient coutume d'appeler ces populations-là les Heka Kassout. Heka, ça veut dire chef. Kassout, ça veut dire les errants. Donc, les meneurs, les chefs de tribus des peuples errants. Ils les appelaient aussi les Sati, c'est-à-dire les voleurs héréditaires. Et ils les appelaient aussi les Iriusha, c'est-à-dire les coureurs du sale. Donc quand vous avez Kian, Salitis, Ben Yacoub, tous ces noms-là, ce sont les noms des gens qu'on a appelés pharaons. On appelle pharaons même des gens qui agressent l'Égypte. On dit qu'il y a des pharaons grecs. Où ça? On dit qu'il y a des pharaons romains. Mais où? Sur quel document? Ils ont été intronisés par qui? On dit les pharaons, la liste des pharaons jusqu'à Alexandre le Grand. Quoi? Nous, on connaît le dernier pharaon s'appelle Nectanebo. On a dit que Cheikh Anta Diop a dit que tous ceux qui vivaient en Égypte étaient noirs. Et que c'est faux. Est-ce que nous, on peut dire maintenant que tous ceux qui vivent en Afrique, en France, étaient noirs? Il suffit d'exhumer les corps des gens, on va voir qu'il y avait des noirs, des blancs, non? Cheikh Anta Diop n'a jamais dit ça. Cheikh Anta Diop a dit que les Égyptiens autochtones, que les Grecs appellent Nilo-Sénox, c'est-à-dire les indigènes natifs du Nil, qui parlent la langue, appartenaient à la variété biologique mélano-africaine. Qu'il y a eu des infiltrations d'indo-européens, les peuples de la mer, d'Ixos, les Romains, les Perses, etc. Mais Cheikh Anta Diop le sait très bien. On a dit non, le peuple égyptien était blanc. C'est ça qu'on a dit au début. Après, on a dit, bon, ils étaient plus blancs, mais ils sont métis. Et après, on dit maintenant, certains étaient blancs, certains sont noirs. Mais Gomez, Mbaké, et comment on appelle même les autres? Bon, Etilé et les autres. Vous ne parlez pas des noirs. Parce que les vrais pharaons noirs, on va vous les montrer tout de suite. On dit c'est au Soudan. Mais les autres n'étaient pas noirs. Je dis ici qu'il n'y a pas un pharaon blanc. Bon, maintenant, voilà. C'est ce que je dis là est faux. Vous savez bien qu'il y a les grands maîtres comme le clan qui sont là. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas un pharaon blanc. Montrez-moi un pharaon blanc. J'appelle pharaon quelqu'un qui a été intronisé selon les rites égyptiens par le clergé d'Amon.
Un envahisseur, prédateur, n'est pas un pharaon, jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, le Perse Cambyse n'était pas un pharaon. Les Ptolémées n'étaient pas des pharaons. Tous ces gens-là n'étaient pas des pharaons. Nous appelons pharaons les gens qui ont été intronisés par le clergé selon les rituels pharaoniques. Maintenant, les Égyptiens arabes qui occupent la terre d'Égypte sont en train de refaire les tombes pour changer les couleurs. Ils appellent ça des missions de restauration des tombes. Pour que demain, les gens ne voient pas. Voilà. Moi, je suis allé à l'école et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs comme le blanc est un occupant blanc. Et alors, c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout. Voilà comment on nous enseignait l'histoire. Et au-delà de 4 siècles, c'était la nuit noire, l'histoire africaine était suspendue en l'air. Il est évident que ce dogme, je ne pouvais pas l'assimiler. Et ce qui m'intéressait dans ma démarche, c'était donc retrouver vraiment, par la documentation, remonter le fil conducteur qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. C'était tout. Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes, mais je vais commencer par les témoignages. Les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les avons toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, en moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que les Égyptiens étaient des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe, qu'il donne tous ces détails, à 3 reprises. D'abord pour expliquer la présence d'un îlot de Noirs dans cette région. Et alors Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité, les philosophes qui se disaient comment se fait-il en plein 5e siècle qu'il y ait un îlot de Noirs comme ça au sein des nations blanches. Et Hérodote donnait entre autres raisons, il disait que c'était dans ces Égyptiens et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires qu'on appelait ces Sésostris que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Hyksos. L'Égypte avait été précédemment envahie par les Hyksos et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Hyksos et les Égyptiens ont créé des sortes de marches frontières aux extrémités de l'Empire pour prévenir de telles invasions. Alors Hérodote explique que c'était les vestiges de cette armée, de ces garnisons de Sésostris, c'est-à-dire de toutes nos histoires. Et il dit que la preuve que c'était des Égyptiens, c'est que ils ont la peau noire et les cheveux crépus, mais que ça ne suffit pas comme preuve parce que en plus de ça, il y a le fait aussi qu'ils sont circoncis, etc. Alors donc, nous avons là un témoignage d'Hérodote très précis. De même, lorsque Hérodote parle de la fondation de l'oracle de Jupiter Ammon en Libye, il explique encore que ce sont 2 femmes qui ont été volées par les Phéniciens à Thèbes. Les Phéniciens auraient pris 2 femmes à Thèbes pour venir fonder l'oracle de Jupiter Ammon ici. Hérodote dit que ces femmes étaient des Égyptiennes, parce que quand on nous dit que les femmes étaient symbolisées par des colombes, alors Hérodote dit que quand on nous dit que ces femmes étaient ou ces colombes étaient noires, on nous laisse entendre que ces femmes étaient égyptiennes. Il en est de même d'Aristote, le précepteur d'Alexandre. Dans Physionomie, il a laissé encore un témoignage montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. C'est le cas d'Échille, dans les Suppliantes. Échille décrit l'Égyptien, n'est-ce pas, qui ramait dans les Égyptiades, qui donc comme des Noirs. Il en est de même de Diodore de Sicile, qui a vécu sous César Auguste, et de Strabon également, et Strabon pourtant était un chauvin. Mais Strabon, lui aussi, avait décrit les Égyptiens comme des Noirs. De même, Ammien Marcellin et Achille Tacius. Et la description d'Achille Tacius est intéressante parce que
il donne un détail sur ce qu'il appelle les bouviers du delta. Et ces indications nous donnent presque la certitude que cette population était probablement les Peuls actuels. Et ceci vient corroborer tous les faits partiels que nous avions trouvés déjà sur l'origine des Peuls, mais il les décrit comme des bouviers qui sont très belliqueux, qui vivent dans la région du delta et qui étaient déjà fortement métissés. Il les trouve noirâtres comme les Éthiopiens, etc. Alors, je pense que les bouviers du delta d'Achille Tacius, ce sont probablement un rameau des Peuls et ceci pourrait être une piste pour la recherche africaine. De même, Apollodore également et Diogène Laërce ont déposé dans le même sens, ainsi de suite. Et si vous prenez le temps qui sépare Amyas Marcellin d'Hérodote, cela vous fait 800 ans. 800 ans pendant lesquels les Grecs et les Latins, Amyas Marcellin était un latin, donc n'ont cessé de nous décrire les Égyptiens comme une population africaine noire, mélanoderme. J'en arrive maintenant, très rapidement, aux autres preuves. Les preuves positives que l'on peut fournir montrant que les anciens Égyptiens étaient des Noirs, il y en a une qui résulte de mes propres investigations. Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies. Effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article, j'en ai parlé aussi dans le cadre du congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des prélèvements, vous pouvez monter des préparations de l'ordre de quelques microns, de quelques 4 à 5 mu. Vous pouvez éclaircir avec du benzoate d'éthyle. Vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle. Si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescents les grains de mélanine. Et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race leucoderme. La parenté de l'Égyptien ancien et des langues africaines est en fait démontrée et l'Égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. L'Égyptien ancien n'appartient pas à la famille de l'arabe, il n'appartient pas à la famille de l'acadien, il n'appartient pas à la famille du libyen, il n'appartient pas non plus à la famille des langues indo-européennes. Ceci a été également démontré au Caire, et au Caire, l'égyptologie a bel et bien pris le virage et l'égyptologie a reconnu officiellement que l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique. Et si la Grèce avait connu la pensée mathématique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Si la Grèce avait connu la pensée philosophique avant d'entrer en contact avec l'Égypte, on aurait pu discuter. Mais je vous défie de trouver un élément de pensée mathématique, de pensée philosophique, de pensée scientifique grecque avant le contact avec l'Égypte. Il n'y en a pas. La Grèce était semi-barbare. Au VIe siècle, quand elle entrait en contact avec l'Égypte, quand ses premiers voyageurs comme Thalès venaient en Égypte, la Grèce était réfractaire à la science. La Grèce était réfractaire à la philosophie. La Grèce était réfractaire à la pensée scientifique d'une façon générale. Et c'est la raison pour laquelle les premiers néophytes grecs, que sont Thalès, Pythagore et autres, qui vont entrer en Égypte pour s'instruire de la science égyptienne, ils vont avoir toutes les difficultés pour acclimater cette science en Grèce. Il y avait antinomie entre science, philosophie et État grec. L'État cité s'entend. Par contre, la science est née à l'ombre du pouvoir politique en Égypte, était au service du pouvoir politique et la pensée philosophique aussi. Et donc, voilà comment cette science s'est développée en Afrique noire et voilà comment elle s'est propagée en Méditerranée septentrionale. Au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans l'État moderne, en tout cas au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte
et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la lignée presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité. Et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, qui, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer. Maintenant, à propos du colloque du Caire, ça a été un combat à armes courtoises, à la loyale, mais tout de même qui a permis de clarifier un certain nombre de points. Je vous lis quelques dépositions. À propos de la culture égyptienne, le professeur Vercouter rappelle que pour lui, l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. Le professeur Leclan est devenu académicien depuis. Il est le plus jeune membre de l'Institut. Donc, le professeur Leclan, lui, reconnaît ce même caractère africain à la civilisation égyptienne dans son tempérament et dans sa manière de penser. Si c'est la culture qui était en jeu, donc la cause est entendue. Il s'agissait de trouver la culture antérieure à laquelle il était légitime pour les Africains de rattacher leur culture actuelle. Cette question a été tranchée par les débats du Caire. En tout cas, voilà les dépositions de la bouche même de nos interlocuteurs, de ceux qui avaient été désignés pour discuter la question avec nous. Alors, à propos de la linguistique, sur ce point, à la différence des précédents, l'accord entre les participants s'est révélé large. Les éléments du rapport du professeur Diop et le rapport du professeur Obenga ont été considérés comme très constructifs. Et le rapport continue. Contre l'affirmation du professeur Diop que l'égyptien n'est pas une langue sémitique, le professeur Abdallah rappelle que l'opinion inverse a été souvent exprimée. Et voici la déposition du professeur Sonneron, qui est le chef de file de l'égyptologie française, au bout de toutes ces discussions et après toutes les preuves que nous avions fournies au tableau. Je rappelle également, pour que vous compreniez bien le sens des phrases que je vais vous lire, que chaque fois que nous faisions une démonstration au tableau, Obenga et moi-même, nous insistions, je prenais soin d'insister sur la valeur de la méthode que nous appliquions. Et nous mettions l'érudition moderne au défi de montrer la moindre différence dans notre démarche scientifique. C'est-à-dire de dire
si nous appliquons les mêmes critères scientifiques dans nos démonstrations que ceux qu'ils ont appliqués pour démontrer l'existence de la famille indo-européenne. Et s'il s'est révélé que nous appliquons réellement les mêmes critères, il faut qu'ils le disent dans le rapport. Parce que on avait l'habitude, vous savez, l'expérience sert à quelque chose, on avait l'habitude toujours dans les discussions de salon de dire que oh, c'est un assemblage de mots, que c'est des rencontres hasardeuses, etc., etc. Alors donc tout ceci pouvait être jugé autrement. Alors voilà donc le professeur Sonneron. Plus largement, le professeur Sonneron souligne l'intérêt de la méthode proposée par le professeur Obenga après le professeur Diop. L'égyptien est une langue stable durant au moins 4500 ans. L'Égypte étant placée au point de convergence d'influence extérieure, il est normal que les emprunts aient été faits à des langues étrangères, mais il s'agit de quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de mots. L'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique ne rend pas compte de sa naissance. Il est donc légitime de lui trouver des parents ou des cousins en Afrique. C'est le professeur Sonneron. Vous voyez donc que l'égyptologie a pris le virage de la façon la plus officielle. Et voici la conclusion générale du rapport. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga. Je m'y suivais bien parce que les phrases de ce rapport sont toujours carabinées. Alors si vous ne suivez pas, le sens vous échappe. Alors, le texte dit ceci. La très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Je me suis livré personnellement à une étude de l'anthropologie physique des anciens Égyptiens et voici ma contribution personnelle dans ce domaine. Une légende tenace a fait croire que les procédés de momification qui sont à base de sel, souvent, et qui contiennent aussi des bitumes, ces produits détruisent l'épiderme à telle enseigne qu'il ne reste plus rien et qu'il n'est plus possible scientifiquement d'étudier la peau des momies pour en déduire leur ethnie. Ce point de vue est absolument erroné. Je l'affirme sur la base de mes propres investigations. J'ai étudié les momies égyptiennes qui se trouvent au laboratoire d'anthropologie physique du Musée de l'Homme à Paris, qui viennent des fouilles de Mariette. J'ai fait monter des préparations par notre laboratoire du département des vertébrés et de physiologie de la faculté des sciences de Dakar. J'ai les préparations ici que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules des mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie. Faites l'expérience, on vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu
connaître une promotion historique dans le passé leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout cela les empêchait, les rendait aveugles, mais pas pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel.